Alors nous allons maintenant entendre Jean-Michel Le Boulanger, que tout le monde connaît évidemment comme vice-président du Conseil régional de Bretagne, mais qui est aussi maître de conférence de géographie à l'Université de Bretagne Sud et qui a écrit déjà beaucoup sur Michel Le Noblet, et qui va donc nous présenter Michel Le Noblet à Douarnenez. Merci. Bonjour. Alors là, j'ai dû appuyer sur un bouton, non, ça marche. Merci à vous. J'ai quelques scrupules à être devant vous aujourd'hui parce que face à ces érudits qui sont présents dans la salle et en regardant le programme précis de ce colloque, je mesurais mon incompétence a priori, incompétence qui pouvait peut-être être légèrement comblée par une capacité de travail les jours derniers, mais un certain nombre d'événements font que l'incompétence n'est pas comblée par le travail. J'en arrive donc à penser que le moment que vous allez vivre est un moment d'imposture. J'avais espéré un miracle, il n'y en a pas. J'en appelle donc à votre bienveillance à tous. Je vais tenter de rester très précisément sur le sujet qui m'a été proposé par Yann Selton, à savoir le Noblet à Douarnenez. Et pour les raisons que je viens d'évoquer, je me garderai bien de sortir de ce sujet extrêmement précis. Mon prédécesseur rappelait toute l'historiographie, et partant de Verjus jusqu'à les temps récents, indiquant que c'est relativement récemment que l'on apprend que Douarnenez serait arrivé, que le Noblet serait arrivé à Douarnenez en 1617 et non pas en 1615. Ce qui nous est dit, c'est que le Noblet arrive à Douarnenez dans un premier temps sur injonction mariale. Et je cite, « Là, sur la côte, dans ce lieu, il devait aller travailler au salut des âmes. » Là, sur la côte, dans ce lieu, c'est Douarnenez. Et comme le Noblet ne résiste pas à une injonction mariale, il passe à Douarnenez une première fois, le 8 février 1617. C'est le mercredi des Cendres, et il découvre un petit bourg sardinier, là, sur la côte, dans ce lieu, extrêmement modeste, extrêmement simple, sans évidemment aucune marque d'orgueil, et il décide d'y revenir. Et il va revenir quelques semaines plus tard, quittant Meillard, où il était alors, pour s'y installer. Et nous sommes le 22 mai 1617, le lundi de la Trinité. Le 22 mai 1617. Alors, son arrivée intempestive est connue, elle a été rapportée à travers de très très nombreux ouvrages. Il arrive à la chapelle Sainte-Hélène, qui est le lieu de culte de ce petit bourg sardinier, qui existe toujours. Il sonne les cloches à toute volée, battant le rappel, comme on le fait pour annoncer un incendie. Et les douarnenistes qui accourent découvrent un prêtre manifestement assez singulier, qui engage une sévère diatribe. Oui, s'ils ne s'adonnent pas à la pénitence, s'ils mènent une vie de péché, oui, c'est certain, leur âme brûlera pour l'éternité dans les feux de l'enfer. La menace de l'incendie est très réelle. Il a 40 ans, Michel Le Noblet, quand il arrive à Douarnenez. Alors si l'on reprend le Gouvello, cité tout à l'heure, il est de haute taille, assez fortement constitué dans sa maigreur d'ascète. Il avait la tête dénudée, entourée de cheveux courts, une grande figure assez colorée, aux traits accentués mais réguliers, le front large, de grands yeux bruns, la ligne des sourcils bien dessinée, le nez très aquilin, la bouche un peu épaisse, la barbe taillée en pointe, à la mode de son temps. Il a 40 ans et plusieurs intervenants raconteront l'ensemble de sa vie jusqu'alors, vie qui s'est, pour l'essentiel, en Bretagne, déroulée sur le littoral. On sait qu'il était parti pour ses études bien loin d'ici, mais la vie s'est inscrite sur le littoral, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il arrive dans un petit bourg maritime.
un petit bourg maritime qui est ramassé sur 2 ports. Le Rosmer, port de pêche, on va dire le port de pêche de Douarnenez, et puis le port Rue. Nous sommes ici, sur les rives de cette rivière que l'on appelle le port Rue, et ces 2 petits ports dépendent de la paroisse mère de Ploaré. La paroisse mère de Ploaré, Ploaré la paysanne en haut de la colline, quand le petit havre maritime est ramassé sur son rocher. Et tout sépare les paysans de la vaste paroisse ploariste, là-haut sur la colline, et les marins de Douarnenez repliés sur les flots. Douarnenez a été un important centre maritime romain, avec ses établissements de salaison produisant du garum, ce condiment alors très prisé. Après la chute de l'Empire, Douarnenez avait traversé un long millénaire bien obscur, avant de retrouver une certaine petite vigueur à partir du XVe siècle, un nouvel essor dû au cabotage, le port Rue, derrière nous, la rivière, devenu port de commerce, d'où étaient exportées les toiles à voile de chanvre tissées dans l'ensemble de l'arrière-pays, et où sel, blé et vin étaient débarqués par de petits navires marchands. C'est un petit port de commerce, c'est le port Rue. Et de même, la pêche côtière s'était développée, elle aussi, depuis le XVe siècle, la baie poissonneuse, et une petite communauté maritime en tirait subsistance. N'oublions pas l'essentiel, ces ports, au XVIIe siècle, sont très modestes, quelques appontements rudimentaires accueillent des bateaux de faible tonnage. Douarnenez, dans la période très récente, 1617, a fortement souffert des guerres de la Ligue, tout particulièrement à partir de l'arrivée de La Fontenelle, qui s'est installée sur l'île Tristan, devant Douarnenez, en 1595. Pillage, des sièges nombreux, faisant des ravages. La Fontenelle finira par être délogée, mais à sa mort en 1602, 15 ans avant l'arrivée de Lenoblet, Douarnenez et les alentours, Poulle-David, sont ruinés. Le village que découvre Michel Lenoblet est d'autant plus marqué par cette période récente que le sieur du Névette, qui occupe l'île après la chute de La Fontenelle, jusqu'à 1616, un an avant son arrivée, y a multiplié les réquisitions. Bref, en 1617, Douarnenez tente de se remettre de 2 décennies bien tragiques. Quand Michel Lenoblet arrive, chapelle Sainte-Hélène, le prêtre qui a charge d'armes à Douarnenez s'appelle Antoine Le Pennec. Et d'après les hagiographes, il se mettra immédiatement à la disposition de ce nouvel arrivant impétueux, et il va même lui offrir un temps l'hospitalité. Les hagiographes diront que l'arrivée de Michel Lenoblet donne sens à la vie de cet Antoine Le Pennec, faite alors, jusqu'alors, d'ennui et, dit-on, de boisson. En tout état de cause, Antoine Le Pennec restera fidèle à Lenoblet. Mais la paroisse mère, elle est à Ploaré. Et à Ploaré, le recteur s'appelle Jean Capitaine. Ce n'est pas un inconnu pour Lenoblet. Lenoblet l'a rencontré en 1610 au Conquet, quand il partait sur les pas de Saint-Paul Aurélien à Ouessant-Molène, puis bas. Jean Capitaine a croisé l'impétueux Lenoblet, il connaît son activité, on pourrait peut-être dire son activisme, il sait combien il peut rompre avec certaines habitudes de la vie paroissiale, menaçant certaines routines, les bénéfices, les prébendes, le confort de prêtres, qui, aux yeux de Lenoblet, avait trop oublié l'Évangile. Bref, quand il était au Conquet, Jean Capitaine avait mesuré le caractère de ce nouvel arrivant, et il sait que déjà alors, l'évêque avait pu être alerté en raison de plaintes formulées. Jean Capitaine est à Ploaré, dans l'église que nous connaissons, cette vaste église aux allures de cathédrale, mais il faut rappeler qu'à l'époque, les travaux sont engagés depuis une 60aine d'années seulement, et elle est bien loin d'être achevée, cette magnifique église de Ploaré. Donc dès son arrivée, Lenoblet va engager l'apostolat dont on a parlé depuis le début de la matinée,
Élément tout à fait intéressant, quelques personnes vont se mettre à sa disposition. Et je veux citer au premier rang de ces personnes un couple de négociants parmi les plus importants du bourg, Jean Lemoine et son épouse Claude Le Bellec. Claude Le Bellec dont on reparlera. Ils mettent à sa disposition une petite maison où il restera pendant 20 ans, toute la durée de sa vie douarneniste, dans le quartier de l'actuelle chapelle Saint-Michel. L'emplacement précis de cette maison est toujours discuté. On dit, le père Monnoir a dit, que la chapelle a été construite sur la maison. On sait que ce n'est pas tout à fait exact. La maison était très proche de la chapelle. Un document des archives de l'évêché nous apprend que la maison, couverte de glaise, située au dit bourg de Port-Rue, orientée au Devers Orient, sur le grand chemin qui conduit de ladite ville du dit Douarnenez au dit Port-Rue, Devers Occident et Midi sur vieille Mazière appartenant à Jeanne Le Maine, et Devers le Nord sur maison à honorable femme Claude Le Bellec, laquelle maison est carence de réparation et menace en ruine. Bref, il y a là une situation géographique, mais le problème, c'est qu'il faudrait fouiller davantage. Il faudrait fouiller davantage pour voir avec précision où se situait cette maison, si tant est qu'il soit possible de le savoir encore. La construction de la chapelle, la destruction de quelques bâtisses ruinées ont modifié la morphologie du quartier. Le projet de Lenoblet arrivant à Douarnenez est ambitieux. Il fait écho aux propos que nous entendions tout à l'heure, d'ailleurs, de la part de M. Bernard Dompnier, soumettre la paroisse à un effort général pour parfaire son instruction religieuse. Le recteur capitaine, dans un premier temps, le soutient. Dorénavant, les sacrements, les pénitences, les communions, les mariages ne pourront être proposés qu'aux personnes suffisamment en accord avec les principes de l'Église, et pour faciliter la mise en place de ce joug nécessaire, je reprends votre formule, monsieur, prendre le contrôle des émotions individuelles, le joug nécessaire. Le joug nécessaire, on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas là oxymore, mais on pourrait y revenir. Pour mettre en place ce joug nécessaire, Michel sera 2 fois par jour à la chapelle Sainte-Hélène à la disposition des fidèles. Très vite, de nouvelles plaintes arrivent au diocèse, de riches paroissiens estimant remplir en parfait conformisme leurs obligations se scandalisent qu'on leur impose un examen préalable au sacrement, soutenu dans un premier temps par Jean Capitaine, aidé par des personnes sur lesquelles je reviendrai, aidé en particulier par sa sœur Marguerite, qui vient le rejoindre en 1617. Michel continue cet apostolat, et c'est là qu'il va systématiser l'enseignement par les cartes peintes à Douarnenez, cartes peintes dont nous parlerons tout l'après-midi. 4 petits points justes de détail peut-être sur ces cartes peintes avant les propos qui seront développés tout à l'heure. Premièrement, un constat. Le vent, les marées, les houles, les récifs, les rochers, les tempêtes sont manifestement les métaphores quotidiennement utilisées, parfaitement compréhensibles dans ce milieu maritime. Deuxième élément, les personnages sont nombreux, les couleurs vives, les tableaux sont animés, on peut apprécier la précision du costume, les traits, les attitudes. C'est un tableau très cohérent de la vie sociale du XVIIe siècle telle qu'elle est vécue concrètement par les gens qui peuvent regarder ces cartes. Troisième élément, fils de Robin, Michel Lenoblet est très exigeant, on pourrait même peut-être le qualifier de maniaque. Il écrit de nombreuses notes précises, souvent déposées devant notaire, pour l'usage de ses cartes, de ses cahiers. Il est méfiant, il est jaloux, il est très précautionneux, on pourrait dire procédurier. Il organise méthodiquement, très méthodiquement, le travail. 4e point, on l'a dit déjà, il ne s'adresse pas aux masses, c'est un point essentiel. Il choisit ses interlocuteurs, il forme des petits groupes qui, sur la base de ses instructions, pourront évangéliser à leur tour sur la base précise de ces instructions écrites. Douarnenez-la-Maritime est relativement éloigné de Ploiré-la-Rurale. La pente est assez raide pour rejoindre la paroisse mère. Et de
de fait, géographiquement, avec cet habitat isolé, replié sur les flots, Douarnenez est déjà, d'une certaine manière, de fait, une paroisse. Il faut insister sur un élément essentiel sur lequel je reviendrai en conclusion. La vie portuaire ici, déjà au XVIIe siècle, est originale. Les marins de Douarnenez sont déjà des marins exclusifs. Contrairement à ceux de Tréboul, contrairement à ceux de Concarneau ou d'ailleurs, ils ne connaissent pas la pluriactivité des marins paysans. Pas de lopin de terre, pas de culture. Ils sont marins exclusivement marins. Ils vivent la mer toute l'année dès que le temps le permet. Les risques sont grands, évidemment. La violence du métier, la mort parfois, la peur. J'insiste sur cet élément qui est un élément extrêmement important de la construction d'une identité ou des sentiments d'appartenance, ici et pas ailleurs, à Douarnenez, où l'on se vit marin profondément dans l'intimité de son être. Et c'est une rupture avec les autres ports du XVIIe ou du XVIIIe, où les marins, comme à Poule-David, au fond de la rivière, comme à Tréboul, de l'autre côté, ont un lopin de terre et sortent pendant ce que l'on appelle la saison de sardines, qui est essentiellement une grande saison estivale. Ce Douarnenez, marqué par le danger, vit alors intensément des traditions populaires que l'on connaît, où les frontières sont peu établies entre le tangible et le possible, entre le réel et l'imaginaire. Et dans ce monde miséreux où la nourriture est fruste, le mystère fait partie du quotidien. Les miracles de Le Noblet qui tente de substituer Deuxieu aux sorciers, comme les prédictions de Le Noblet sont acceptées en ce siècle, où règne évidemment la confusion entre sacré et profane, entre naturel et surnaturel. Alain Croix a écrit que Le Noblet était un sorcier de Dieu. Il est vrai qu'un soin banal pour l'initié est un miracle pour l'ignorant, et Le Noblet est un initié. Alors bien vite, des critiques s'élèvent contre son volontarisme, contre son intransigeance, et les attaques vont surtout porter sur un aspect de la méthode, un groupe de fidèles. Un groupe de fidèles, n'est-ce pas une pratique sectaire? Un groupe de fidèles où les femmes ont première place, n'est-ce pas une rupture? La place de la femme dans un groupe que l'on peut qualifier de sectaire vont nourrir les critiques qui, tout au long des années douarnenistes, vont parcourir la vie de Le Noblet. Au premier rang de ces femmes, je l'ai cité tout à l'heure, Claude Le Bellec, qui sera assez rapidement veuve, riche négociante, très à son aise, dit-on, procède plusieurs bateaux, assurant en particulier le commerce du vin, très pieuse, très prosélyte. Elle est à la base du noyau de fidèles qui présente, commente, discute les cartes. Damnat Roland, qui a été cité tout à l'heure, épouse d'un bourgeois de la ville à la tête d'une filature. Une filature, un statut social et une mémoire que tous les hagiographes qualifient de prodigieuse pour cette femme qui retient parfaitement les enseignements de Michel. Elle vit dans la plus grande des pauvretés, elle qui a des moyens économiques certains, abandonnant tous ses avoirs aux nécessiteux. Et son exemple est alors connu bien loin de Douarnenez. Claude Le Bellec, Damnat Roland, deux femmes, bientôt deux veuves, les plus proches du prêtre. Il y en a d'autres. Anne Pérodrin, Éléonore Thépaut, qui vend du poisson à Quimper, une possédée qui, chaque année, la veille des principales fêtes, ressent une douleur extrême autour de la tête en forme de couronne. Marie Le Bourge, du Guerlosquet, un petit hameau de Douarnenez, une aveugle. Clémence Le Goff, la nièce de Claude Le Bellec, bref, on pourrait en citer d'autres. Ces femmes, fidèles parmi les fidèles, sont autorisées par le prêtre à répéter l'enseignement reçu. Quelques hommes l'entourent également. Je cite quelques noms, Henri Paubert, Bernard Poulawec, Guillaume Couloc. Mais aucun de ces hommes n'est chargé de l'explication des cartes, tâche réservée par petits groupes aux femmes. Alors à partir de 1925, des plaintes écrites arrivent à l'évêché et le feu se rallume en 1631.
1631, le Noblet veut alors pousser quelques douarnenistes plus avant sur le chemin du mépris du monde. Il exhorte à s'abstraire de la fréquentation de ceux qui cultivent l'esprit mondain. Il énonce sa méfiance à l'égard des notables et ses propos entraînent l'exaspération et la colère de ceux qui se sentent à juste titre visés. Car il ne cesse de dénoncer les fidèles qui entrent dans les églises pour gagner des indulgences, qui multiplient les pèlerinages, font dire des messes, font des legs, mais profondément ne pratiquent pas les vertus chrétiennes. Et la rupture avec le recteur capitaine, c'est là qu'elle se noue, à partir de 1631, recteur capitaine qui, du haut de sa chaire, va invectiver Michel, qui, respectueux de la hiérarchie, va un temps s'installer à Poule-David, prenant ses distances avec Douarnenez. Il le refera dans les années 30, alors que les tensions sont nombreuses, il partira même jusqu'au Conquet. Mais l'estocade, c'est en 1639, le recteur capitaine abandonne son bénéfice au profit de son neveu, Henri Guéguénou, et le nouveau recteur va immédiatement tout faire pour éloigner le Noblet, trop en rupture avec les notables, si impatient, et l'évêché va suivre la demande de ce jeune prêtre alors débutant, demandant à Michel le Noblet de rejoindre son Léon natal. L'œuvre de Dieu est accomplie pour moi en ces quartiers, il me faut aller où Dieu veut, jusqu'au bout. Il acceptera évidemment les ordres de la hiérarchie. Le Noblet quitte Douarnenez par bateau en 1639, il a alors 63 ans. Il a vécu 22 ans à Douarnenez, le port où il souhaitait finir ses jours, et jamais tout au long de sa vie, ce prêtre un peu errant, un peu erratique, un peu exalté, un peu intransigeant, n'était resté aussi longtemps dans un même lieu. Et il a profondément marqué l'histoire de Douarnenez. Sa présence a perduré jusqu'à ce colloque d'aujourd'hui, avec évidemment la chapelle qui va être construite par le Père Maunoir, peu de temps après la mort de Le Noblet, 1663, 11 ans après sa mort. Le Père Maunoir qui va mener 29 missions à Douarnenez, ce Stakhanov du Sacrement, qui a organisé 439 missions, en a réalisé 29 ici, c'est son record. Jamais une paroisse n'a connu autant de missions dans une si courte période. Et si l'on ajoute la présence de Le Noblet, le discours de Maunoir autour de la figure de Le Noblet, on peut dire que l'influence de Le Noblet va se dérouler plusieurs décennies directement après sa mort, et puis ça va perdurer au XVIIIe, au XIXe. Évidemment, le travail des hagiographes, puis des historiens qui ont été rappelés à l'instant, et puis aussi et surtout, vraisemblablement, la mémoire populaire et les relais nombreux dans une population maritime. Combien de références à son action, combien de chaloupes à son nom. Monseigneur Duparc dira « c'est l'apôtre sans rival ». C'est l'apôtre sans rival, et si on... J'avais juste regardé sur une simple période qui allait de 1869 à 1899, 30 ans. Sur 30 ans, 29 chaloupes de Douarnenez sont appelées Michel le Noblet. Alors si l'on développait l'étude tout au long du 19e et tout au long du 20e, on arriverait évidemment à de grands chiffres. Une mémoire populaire qui ne s'est jamais démentie ici, avec des pratiques que l'on trouve au début du XVIIIe siècle à Douarnenez, où tout bateau de pêche nouvellement construit avait pour premier voyage la route vers le Conquet. Aller saluer Michel le Noblet était gage de bonne pêche. Donc une histoire populaire renforcée par l'histoire de l'Église, renforcée par les écrits, renforcée par les procès, renforcée par Monseigneur Duparc. Pour l'Église bretonne du XXe siècle, il est devenu le pionnier de l'action catholique, et les discours de l'Église renforcent la mémoire populaire pour en arriver à ce Saint Michel, l'Église Saint-Michel, que pour beaucoup de douarnenistes, évidemment, le Saint-Michel honoré ici est forcément ce Michel le Noblet qui n'est pas encore, entre parenthèses, le saint de l'Église. Alors en conclusion, 3 hypothèses pour prolonger le propos. La première hypothèse, quant aux relations entre Douarnenez et le Noblet.
Je crois que Douarnenez est une exagération. Et je crois que le Noblet est une exagération aussi. Et qu'en fait, la rencontre, c'est la rencontre de deux exagérations. Je m'explique. Douarnenez est une exagération qui naît d'un fait économique et social qui va construire un fait culturel de longue durée. Pêcheur exclusif, dont je le disais tout à l'heure, sortant toute l'année, si souvent confrontés au risque, les douarnenistes vivent une vie faite sous l'égide des temps naturels. Et les temps naturels, pour les marins de Douarnenez, sont parfois tragiques. Au XXe siècle, au seul XXe siècle, 870 péris en mer à Douarnenez. C'est bien plus que les morts de toutes les guerres. 14, 39, les guerres coloniales. 870 péris en mer. Et si l'on fait l'analyse précise des naufrages, on voit qu'ils se concentrent dans la première moitié de ce siècle. Les évolutions technologiques des bateaux font qu'à partir de 1950, il y a moins de naufrages. Le naufrage devient l'exception, jusqu'en 1950. Mais c'est vrai au XVIIe, c'est vrai au XVIIIe, c'est vrai au XIXe. Le naufrage fait partie de la vie quotidienne. Les veuves sont là, au quotidien. Et cette exagération qui naît d'un fait économique et qui se prolonge d'un fait culturel marque vraisemblablement très profondément l'identité de ce port. Et Douarnenez, étant une exagération, accueille une autre exagération, ce prêtre, qui va ici trouver, et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, une réalisation de lui-même, peut-être plus importante que le salut des âmes. Sa réalisation s'est faite à Douarnenez. Ce n'est peut-être pas un hasard. À Douarnenez, on sait que la vie peut être si fugace et si vaine pour des marins et des marins perdus dans l'illimité de l'océan. Si fugace et si vaine, c'est aussi la vie vue par Michel Le Noblet. Premier point. Deuxième point, géographique. Douarnenez est installé, isolé, sans véritable arrière-pays, sur un rocher au bord du monde. Le Noblet aussi est un homme assez isolé quand il vit ici, sur ce bord du monde. On ne passe pas à Douarnenez, on y vient. Et c'est loin. C'est loin par la terre comme c'est loin par la mer. Il y a là quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir davantage. Je note qu'il n'y a pas eu à Douarnenez de gens qui sont venus s'installer ici, recherchant les lumières des grandes villes, les lumières des pouvoirs. Ceux qui viennent s'installer ici depuis le début du 19e sont des poètes, des artistes, souvent des rêveurs, qui ne recherchent pas les lieux des pouvoirs des grandes villes. Et le Noblet ne cherchait vraisemblablement pas le lieu des pouvoirs des grandes villes. Dernier élément, iconoclaste. Monseigneur, je vous prie d'excuser la singularité du propos. Douarnenez, au XIXe siècle, a connu une révolution industrielle. Et au XXe siècle, le communisme sardinier, le communisme libertaire des fritures, s'est développé ici en chantant rouge. Le Noblet, qui se nourrissait d'un simple bouillon, préférant les masures au palais, vivant nu ou presque dans les embruns, rejetant les honneurs, le Noblet va devenir, au XXe siècle, une figure emblématique de ce catholicisme des pauvres, des femmes d'usine et des marins du XXe siècle qui vivaient pourtant si intensément avec les idées nouvelles, libertaires et communistes. Il y a là quelque chose de très important, je crois, dans les filiations populaires. C'est que ce monde sardinier va adopter le Noblet comme un des siens et va prolonger l'aventure de cette appropriation populaire. Et je vais plus loin en posant une question. Le Noblet est le douarneniste du XVIIe siècle. Le douarneniste du XXe siècle va être une figure incandescente du mouvement libertaire, communiste, anarchiste. Il s'appelle Le Flanchec. Et cette figure qui illustre les grandes grèves de 1924 et 1925
avait vécu sa jeunesse dans le Léon, comme le Noblet avait vécu sa jeunesse dans le Léon. Il viendra à Douarnenez, l'âge mûr venu, pour sa propre réalisation. Il deviendra maire, et il en sera chassé par le pouvoir. Lui qui, dans les années 30, finira par rompre avec le pouvoir communiste alors qu'il était au congrès de Tours, parce que le congrès de Tours était une exaltation, et peut-être une exagération, mais le parti des années 30 était d'abord un pouvoir. Et le Noblet le Flanchec, vous voyez ma langue fourche, le Flanchec va refuser le pouvoir de ce parti et va être en rupture alors qu'il est en osmose avec la population locale, ô combien laborieuse. Et il quittera Douarnenez. Il quittera Douarnenez et il trouvera la mort, lui, dans des conditions tragiques à Buchenwald. C'est une autre histoire. Mais je m'amuse à voir une forme de parallélisme dans la mémoire populaire de Douarnenez entre deux figures qu'a priori tout sépare, mais que la mémoire intime au cœur des figures populaires va associer peut-être. Merci à vous.